Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de l'agence Octoplus. Je suis Axel, consultant SEO pour l'agence. Et dans cette vidéo, on va aborder un sujet qui me tient à cœur et je vous le dis tout de suite, cette vidéo va être un petit peu spéciale, un petit peu hors série. En fait, dans cette vidéo, j'avais envie d'aborder un sujet qui me tient à cœur, que je trouve personnellement très intéressant et qui peut même avoir des liens assez directs avec le SEO et pas seulement le SEO. Ce sujet, c'est celui des biais cognitifs et l'impact que ces biais cognitifs peuvent avoir sur nos business, sur nos stratégies édito, sur nos stratégies SEO et en fait sur à peu près tout ce qui contient de la donnée ou de la prise de décision, surtout dans le marketing digital qui est un petit peu, je pense, notre domaine à nous. J'avais envie d'aborder ce sujet pas dans le format habituel où je vous explique un petit peu plein de trucs concrets à mettre en place chez vous sur votre site. J'avais plutôt envie d'en faire une vidéo un peu plus chill, un peu plus tranquille, où on pourrait même discuter de tout ça. Donc le format de la vidéo, ça va être principalement moi qui vais discuter un peu avec moi-même et avec vous, si vous voulez bien participer à cette discussion dans les commentaires. Et c'est une vidéo a priori qui va être très simple dans son montage aussi. Voilà, une vidéo un peu plus directe avec beaucoup moins de préparation dans un format les hors-séries de l'été avec Octoplus, quelque chose comme ça. Alors pourquoi parler des biais cognitifs d'abord avant de commencer? Déjà je trouve que les biais cognitifs c'est quelque chose de très très intéressant et très intéressant à analyser et à essayer de comprendre parce que on est tous constamment en plein biais cognitif. Dès qu'on est en face d'une affirmation, d'une information, de données même, aussi concrètes et scientifiques soient-elles, on a tous, tout le temps, expérimenté ce genre de biais cognitif dont on va parler juste après. Et la plupart du temps, on s'en rend pas compte. Alors c'est tout à fait normal d'être en plein biais cognitif face à une information. Je pense que ça doit faire partie de juste notre psychologie humaine. Il y a des gens qui sont tout le temps en plein biais cognitif qui s'en rendent jamais compte. Au contraire, il y a des gens qui essayent de travailler dessus pour garder une espèce de neutralité et une certaine objectivité face aux informations qu'on leur donne. Et en fait, le but de cette vidéo, c'est de donner un nom à des biais, donc, qui sont parfois assez méconnus. Et le vrai but caché de cette vidéo, en fait, c'est de pouvoir donc nommer ces choses, ces biais cognitifs, de donc pouvoir les comprendre dans le but, à la fin, d'être capable d'être un petit peu plus objectif face à des informations, face à des données. Je me suis dit donc, ça pourrait être vraiment intéressant d'en parler une bonne fois pour toutes sur cette chaîne. Donc ce que je vous propose, c'est de voir ensemble 5 biais cognitifs qui sont assez courants, il y a même de fortes chances que vous les connaissiez tous, ou en tout cas une bonne partie d'entre eux. Et on va simplement essayer de discuter un petit peu comme ça de dans quel cas on les rencontre, ces biais, quel est leur impact réel et comment on peut faire pour essayer de faire attention à ne pas tomber dedans à chaque fois, pour essayer d'être un petit peu plus objectif face à toutes ces informations qui nous entourent en permanence. Bien, alors le premier biais dont on pourrait parler, c'est le biais du survivant, qui déjà est franchement pas le plus connu, je pense, et en plus de ça, il est souvent confondu avec le complexe du survivant, alors que ça n'a absolument rien à voir. Le complexe du survivant, c'est quand on se sent mal après avoir passé certaines épreuves que d'autres n'ont pas réussi à passer. Donc là, on parle pas du tout de ça. Le biais du survivant, en fait, c'est quand vous analysez, quand vous regardez le numéro un de votre domaine, ou en tout cas celui que vous considérez comme votre idole, votre numéro un. Et donc vous vous dites quelque chose qui peut paraître logique et qui en fait factuellement est totalement faux la plupart du temps, voire même absolument toujours, c'est que vous vous dites s'il est numéro un, c'est forcément qu'il n'a fait que des bons choix et que tout s'est parfaitement bien déroulé pour lui. Ce qui sous-entend donc que vous n'avez pas le droit à l'erreur, quoi que vous fassiez, quel que soit votre domaine d'application. Personne ne vous dira jamais que vous n'avez absolument aucun droit à l'erreur. Et en fait, quand on regarde des biographies, des interviews de très grands entrepreneurs, des gens très très connus et qui ont eu des idées incroyables, qui ont en plus réussi à les mettre en application, tous s'accordent à dire que ce n'est pas vrai. C'est même tout l'inverse, en fait, la plupart des très gros entrepreneurs dont on parle beaucoup et qu'on connaît et qu'on reconnaît pour leur aptitude, eh ben, tous vont vous dire que c'est justement l'erreur qui permet de façonner une idée et de la rendre réellement viable et surtout qui permet de la challenger.
Si on fait le parallèle un peu plus centré sur le SEO, ça correspondrait à analyser le site de votre concurrent numéro un sur votre niche ou dans votre domaine et de vous dire qu'il faudrait refaire à l'exact tout ce qu'a fait cet acteur numéro un, ce concurrent qui est aujourd'hui votre numéro un. Le truc, c'est que en faisant ça, bon, déjà, dans le meilleur des cas, vous arriverez à peu près à son niveau, ce qui est pas mal d'être à peu près au niveau du numéro un, mais c'est assez fantaisiste. La plupart du temps, en faisant exactement les mêmes choses qu'un concurrent, vous n'arriverez pas au même niveau, parce qu'il y a plein d'autres critères que vous ne prenez pas en compte. Par exemple, vous ne prenez pas en compte le fait qu'il est peut-être très connu et pas vous. La notoriété, c'est quelque chose qui a un réel impact en SEO, et d'ailleurs on en parlera un petit peu plus tard sur un autre biais. Il y a aussi l'ancienneté d'un nom de domaine ou juste l'ancienneté d'une marque, ça peut avoir énormément d'impact sur ses performances et ça peut faire qu'il est un peu plus haut placé que vous sur les résultats de Google, tout simplement. Et ça, ce n'est que deux des très très nombreux éléments à prendre en compte pour expliquer pourquoi le numéro un est numéro un. Par ailleurs, la meilleure stratégie pour dépasser le numéro un, c'est rarement de copier, de faire la copie conforme du numéro un. En général, c'est plutôt de l'attaquer par les côtés, donc via des mots-clés qui lui justement laissent de côté, et c'est comme ça que vous pouvez gagner des positions pour ensuite l'attaquer de manière un peu plus frontale sur des mots-clés un petit peu plus concurrentiels. Et à la fin, c'est comme ça qu'on arrive à dépasser un numéro un. Donc c'est justement en faisant ce qu'il ne fait pas. Donc il y a une vraie ambiguïté et il y a vraiment une idée de l'idéalisation du numéro un qui est souvent très fausse en SEO. Et ça m'arrive très régulièrement d'avoir des clients, plutôt des prospects, donc des gens qui pour le moment sont encore en phase de recherche d'informations et qui me disent bah, mon numéro un, mon concurrent numéro un, c'est celui-là, il a fait ça et depuis le numéro un, il faut que je fasse pareil. Comment je fais? Pas bien souvent, je commence par déjà expliquer pourquoi cette logique est probablement pas bonne. Donc maintenant, on peut mettre un nom dessus, ça s'appelle le biais du survivant. Le deuxième biais qui, lui, pour le coup, est particulièrement bien connu, c'est le biais de confirmation. Alors, le biais de confirmation, il fait absolument des ravages. Je pense que c'est aussi celui que tout le monde a pu déjà expérimenter énormément de fois, parce que c'est très facile de tomber dans le panneau. Le biais de confirmation, c'est quand vous avez déjà une idée préconçue, quelque chose dont vous êtes à peu près certain, et donc vous faites des tests pour vérifier ou pas cette chose. Vos tests, vous vous en rendez pas compte, mais ils sont complètement biaisés, justement. Et en fait, sans vous en rendre compte, vous êtes en train de faire un test qui n'a ni queue ni tête et qui, à la fin, tend à prouver que ce que vous croyez être vrai est effectivement vrai. Le problème, c'est qu'en faisant un test comme ça, bien évidemment, vous ne pourrez jamais avoir un autre résultat que celui qui vous arrange, que celui dont vous êtes déjà absolument persuadé. Et ça, quand on fait de l'analyse de données, c'est absolument mortel. C'est pile ce qu'il ne faut pas faire quand on analyse de la donnée, et encore moins quand on fait du test. Les tests est censé être le plus objectif possible. Et en faisant ça, là, vous êtes en train de complètement perdre la notion de test objectif. Donc vous faites rien d'autre à part vous rassurer vous-même et de vous conforter dans votre idée qui peut-être est totalement fausse. Un exemple assez typique et qu'on m'a déjà sorti d'ailleurs, c'est quelqu'un qui était absolument persuadé que mettre des emojis dans les balises title, par exemple, ça apportait un gain énorme de taux de clic. Concrètement, à ce moment-là, moi je savais pas si c'était vrai ou faux. Alors il a fait un test. Ce test, il l'a fait de manière à peu près sérieuse sur le papier. Il a pris 50% de ses URL. C'était vraiment un tout petit site avec une poignée de pages encore à ce moment-là. Il a pris donc la moitié de ses URL, la moitié de ses pages, il a mis des emojis sur la moitié de ses balises title et il a attendu 2-3 semaines. Et il s'avère que effectivement la plupart des URL qui ont eu des emojis ont gagné en taux de clic. Et donc il était bien content de voir que sa théorie était parfaitement fondée. Le problème, c'est qu'un test comme ça n'a vraiment aucune valeur et est complètement dans un biais de confirmation du début à la fin. Déjà, un test, ça ne peut pas être objectif si vous prenez 50% des URL, mais que c'est vous qui les choisissez. Là, effectivement, il avait choisi comme URL de test les URL les plus importantes de la page, donc celles qui étaient le plus susceptibles de gonfler sur un site qui en plus était un site en pleine création, donc il était vraiment en pleine montée, en pleine croissance, donc forcément le taux de clic allait monter quoi qu'il arrive, surtout sur ces pages-là. Et en plus de ça, on a fait énormément de travaux sur le site. La concurrence a aussi un petit peu bougé sur ces 3 semaines-là. Donc, il y a plein de facteurs qui ont pu expliquer que le site a gagné en taux de clic.
Et d'ailleurs, même les URL sans emoji ont gagné en taux de clic. Donc absolument tout tendait plutôt à dire que les emojis avaient finalement eu assez peu d'impact, voire pas du tout, mais lui n'a voulu voir que ce qu'il voulait voir, il a voulu voir que les emojis donnaient un meilleur taux de clic. Bon, c'est vraiment un exemple bateau, mais au moins tout le monde comprend bien que le biais de confirmation, on peut tous vraiment tomber dans ce panneau, surtout quand on fait de l'analyse de données, et pourtant, c'est un piège qui est relativement facile à esquiver. Alors c'est assez étrange qu'on tombe tous tout le temps dans ce panneau, mais encore une fois, c'est la psychologie humaine, je pense qu'on est tous taillés pour tomber dans ce genre de panneau, et donc en avoir conscience, c'est déjà un premier pas pour éviter ce panneau. Le troisième biais, il est sur le papier assez proche du deuxième, c'est le biais d'attribution. Là aussi, on va trouver une réponse à un événement, à une analyse qu'on a faite, à une vérification qu'on doit faire, et on va être complètement bloqué dans ce scénario qu'on a décidé de suivre, et on ne va pas voir tous les autres critères qui peuvent expliquer ce qu'on vient de voir. Donc concrètement, le biais d'attribution, c'est quand vous vous rendez compte de quelque chose. Alors pour rester dans la sphère du SEO, on va vous par exemple dire qu'on s'est rendu compte que le site a gagné 50% de taux de clic, ce qui est énorme, mais voilà, c'est juste pour le test. Voilà, c'est juste pour l'exemple. Et donc on va se dire, bah, ce site qui a gagné autant en taux de clic, il y a forcément quelque chose qui explique cette montée. Donc on va commencer à fouiller. Et la première chose sur laquelle on va tomber, ça va être par exemple, bah, on a fait une refonte il y a peu de temps. Voilà. Et donc, on va se dire très très vite, ah bah voilà, donc la refonte a fait que le site s'est grandement amélioré d'un coup, et donc on a gagné du taux de clic. À partir de là, vous êtes en plein biais d'attribution, puisque vous allez trouver une information qui peut effectivement expliquer ce que vous avez analysé, ce que vous avez détecté. Vous allez rester coincé dans le scénario que vous venez de vous bâtir, et vous allez être totalement étanche à tous les autres scénarios, à toutes les autres solutions potentielles qui peuvent expliquer ce que vous avez analysé. Le gros problème de ce biais d'attribution, c'est surtout qu'en fait, la plupart du temps, quand on voit quelque chose, on peut l'expliquer avec plusieurs facteurs en même temps, plusieurs scénarios en même temps, qui se sont peut-être même entre-alimentés entre eux. Et donc, en restant fixé sur un seul scénario qui explique de manière assez pratique la chose qu'on a détectée, eh ben, on arrive finalement à comprendre qu'une infime partie de tout le processus qui a donné naissance à cet événement qu'on a détecté, qu'on a pu analyser. Et là, un petit peu comme quand on parlait du biais de confirmation, eh bien, on se retrouve à être assez étanche à toutes les autres explications. Et encore une fois, quand on fait de l'analyse de données, qui plus est en SEO, mais pas seulement, eh ben, c'est se prendre le panneau et c'est être complètement incapable d'analyser fidèlement ces données et de manière purement objective. Le quatrième biais dont on va parler, pour le coup, on va vraiment l'aborder très rapidement parce qu'en fait, c'est plus un concept, c'est pas vraiment très concret. Ça va être l'illusion du contrôle, le biais du contrôle. Alors, le biais du contrôle, pour le coup, son nom est assez clair et assez net. Ça veut tout simplement dire qu'on peut, très souvent, en particulier dans nos métiers où on est vraiment entouré de données tout le temps, entouré d'outils en permanence, et des outils en plus qui sont de plus en plus sophistiqués, on peut avoir l'impression qu'on est à 100% aux manettes de tout. Et en plus de ça, c'est vrai que c'est un argument marketing, probablement pour les agences de com, les agences web, les agences SEO et les consultants, de dire que oui, moi je sais, je suis absolument aux commandes de tout ce qui se passe. Concrètement, dans tous les métiers du marketing digital, en général, je dis en général pour dire d'être sûr, mais je pense même que je peux dire dans tous les cas, c'est faux. On ne peut pas être 100% au contrôle, 100% en manette de tout. Si je prends l'exemple du SEO spécifiquement, on sait que y a énormément de choses à faire en SEO. Le SEO, c'est vraiment un métier qui a de plus en plus tendance à avoir un très grand nombre de casquettes, en tout cas d'exiger des compétences qui sont toujours plus larges, toujours plus profondes aussi. Mais on sait aussi que le SEO, c'est avant tout une histoire de classement, une histoire de concurrence, de bataille contre une concurrence. Et cette concurrence, elle peut décider de mettre en pause son SEO, d'embaucher un nouveau SEO en interne, de prendre un freelance, de mettre plus de budget. Bref, plein de choses qui vont forcément, à terme, avoir un impact sur ces positions. Or, si la concurrence change de position, vous aussi. Rien que ça, c'est déjà suffisant pour expliquer pourquoi on ne peut jamais avoir la main à 100% sur ses résultats.
Et mine de rien, prendre un petit peu de recul sur l'impact qu'on a sur nos résultats, bah, ça peut faire du bien, ça peut permettre de voir les choses de manière plus objective, et encore une fois, bah, c'est tout le but de cette vidéo. Donc faites bien attention au biais du contrôle, à l'illusion du contrôle. Et acceptez que 100% de contrôle, ça n'existe pas, il faut faire avec les 90% restants. Le cinquième et dernier biais que je voulais aborder dans cette petite courte vidéo, c'est l'effet de halo, le biais de halo. C'est par exemple se dire que tel site est numéro 1, il est super beau, il charge rapidement, c'est forcément qu'il est très très bon aussi en SEO, par exemple. Alors là, on retrouve quelques petits points communs avec le premier biais qu'on a vu ensemble, qui était le biais du survivant, où on va analyser le premier et se dire que s'il est premier, c'est forcément qu'il a tout fait à la perfection, ce qui est donc totalement faux, on l'a vu juste avant. Ici, l'effet de halo, c'est de se dire que le site étant magnifique, étant super réactif, forcément, il va être bien référencé. Ce qui est factuellement totalement faux, hein. La vitesse du site, oui, ça a un impact, mais ça a un impact minime, c'est vraiment pas le plus important. L'esthétique du site, c'est un peu pareil, même si ça peut avoir un impact potentiellement un peu plus important dès lors que vous avez un peu de trafic qui vient de manière régulière sur votre site. Mais même mis bout à bout, ces deux éléments n'ont pas assez d'impact pour expliquer que votre site soit numéro 1. Généralement, c'est encore une fois plein de facteurs, c'est que vous avez maîtrisé votre SEO à 360 degrés ou presque, qui fait que effectivement vous êtes numéro 1 et pas beaucoup plus loin. Mais l'effet de halo, en fait, va faire en sorte qu'on a tendance à mettre plus d'importance sur ce qui est visible. Le problème, c'est que bien souvent, c'est l'inverse. Donc c'est plutôt tout ce qui est invisible, justement, qui a une vraie importance et pas ce qui est visible. Mais l'effet de halo, malheureusement, nous incite à toujours donner plus d'importance à quelque chose que l'on peut voir tout de suite. Voilà, donc c'était vraiment une très courte vidéo où je voulais simplement comme ça prendre la parole sur un sujet que je trouve vraiment intéressant et je voulais pas non plus aller trop dans le détail, le but c'était vraiment comme ça de balancer 5 biais cognitifs qu'on rencontre mine de rien très très souvent mais on ne s'en rend jamais compte. Alors maintenant qu'on les connaît, maintenant qu'on a des noms dessus, on va pouvoir un peu plus facilement s'en rendre compte et si à la fin ça permet à certains d'entre vous qui regardent la vidéo de se rendre compte que vous êtes en plein dedans, et si ça vous permet d'être un petit peu plus objectif dans votre prise de décision, c'est que cette vidéo aura atteint son objectif finalement. Voilà, donc je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner aussi à cette chaîne. Il y a une vidéo toutes les semaines, on parle de SEO et bientôt on parlera aussi d'autres choses, de création de sites, d'IA aussi très probablement. Bref, on va vraiment aborder énormément de choses. Mais d'ici là, je vous souhaite de très bonnes prises de décision en toute objectivité et du coup de très bonnes premières positions.